Hello, hello, bienvenue dans ce live. Je vous laisse le temps d'arriver. Bienvenue aux personnes qui seront en replay. J'espère que vous allez bien pendant cette belle période estivale qui s'ouvre. Peut-être que vous êtes en vacances et que c'est pour ça que vous n'êtes pas en live. Peut-être que vous travaillez aussi. En tout cas, bienvenue à vous. Je vais attendre, comme j'ai quelques minutes de retard, que les personnes qui souhaitent être en direct aient le temps de se connecter en espérant que vous m'entendez bien. Dites-moi, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là pour voir si tout fonctionne, parce que vous savez que souvent je vois pas les commentaires. Dites-moi si vous m'entendez aussi. Je pense que je ne vois pas les commentaires encore. Ils vont apparaître sûrement. Est-ce que vous pouvez tenter aussi de mettre des petits likes ou des petites choses pour que je vois si au moins je vois ça ou pas du tout? Ah, c'est agaçant. Et puis là, comme je suis pas chez moi, je peux pas passer par Zoom. Alors je sais que n'hésitez pas à commenter, même si je vous vois pas. Je sais qu'à un moment donné, ça finit toujours par se débloquer. Donc je rebalayerai les commentaires quand ils apparaîtront. J'espère que ça va. Vous avez vu, je vous avais dit que je vous ferai un live en direct de Chypre. On est arrivé dans le sud avec mes enfants. On a, on est arrivé à Larnaca. Quand est-ce qu'on est arrivé? Samedi. On est resté un peu sur Larnaca. Ensuite, on a bougé à Nicosie. Vous avez sûrement vu les photos en story. Nicosie, qui est la capitale, qui est à moitié sur le territoire turc et sur le territoire grec. Donc, on est allé visiter tout ça. Et hier, nous avons passé la journée dans la voiture pour arriver à Paphos, dans le sud de l'île. Donc là, maintenant, à partir d'ici, on ne bouge plus, puis on va aller vadrouiller un peu partout, euh, si la chaleur le permet, parce qu'il fait très très chaud, pour aller regarder tout ce qu'il y a à aller voir. Bon, donc j'avais envie de vous faire un live sur le sujet de l'influence en fait de notre histoire, qui est souvent cachée derrière notre rapport à l'alimentation, notre façon de nous alimenter. Pourquoi j'avais envie de faire ce live? Alors, parce que je cherche toujours des sujets de live, mais aussi parce que c'est une période qui est, alors, peut-être qu'il arrive même un peu tard, mais c'est une période qui est propice. On parle beaucoup de régime, on parle beaucoup, voilà, de faire attention à sa ligne parce qu'on va aller au soleil, etc. Et puis, on a beaucoup dans nos cabinets des personnes qui aussi viennent avec des problématiques de poids, des problématiques d'image du corps et puis des problématiques aussi de rapport à l'alimentation parce que c'est pas forcément tout ça n'est pas forcément à tes souhaits n'est pas forcément lié. Euh, et j'ai été perturbée par ton éternuement. Et donc voilà, tout ça n'est pas forcément lié, mais tout ça arrive, voilà, beaucoup dans nos cabinets actuellement. Et souvent, alors ça dépend aussi des approches auxquelles on en a été formé, mais souvent les gens vont voir des diététiciens, vont voir des nutritionnistes. Alors de moins en moins, hein, les gens ont compris qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du psychologique derrière, des choses qui se jouent à travers ça, et c'est ce dont on va parler. Mais néanmoins, ils vont beaucoup voir des nutritionnistes ou faire des régimes par eux-mêmes, se mettre dans des contraintes aussi en lien avec l'alimentation pour rectifier un schéma corporel qui leur convient pas ou rectifier des modes alimentaires qui ne leur conviennent pas. Et je trouve que quand on a des personnes dans nos cabinets qui viennent nous parler de ces sujets-là, des fois, c'est pas forcément la problématique pour laquelle ils viennent nous voir, mais le sujet arrive. Je trouve que c'est important d'avoir conscience que c'est lié à d'autres choses. Et c'est important de pouvoir aussi aller explorer justement ces autres choses et pourquoi, enfin, à quoi c'est dû en fait, à quoi c'est relié. Je vous assure que c'est frustrant à chaque fois de vous savoir là et de ne pas pouvoir vous lire. Alors,
J'ai préparé le live là avant de rentrer en live. Il est préparé évidemment, mais voilà, si je vois que j'oublie des choses parce que je suis en vacances et que c'est peut-être voilà, il y a peut-être des choses qui vont être oubliées, j'y reviendrai sur un prochain live. Mais je pense qu'il y a pas mal de points déjà dans tout ce que je me suis posé de vous parler. Ce que je voulais, donc je vais vous livrer un peu les choses comme ça. Il y a déjà une chose qui est importante à savoir, on en a parlé lors du précédent live, je crois, c'est les empreintes intra-utérines et les empreintes aussi de l'enfance en lien avec les goûts, les saveurs qui ont été transmis à l'enfant, à nous en tant qu'enfants. Les études scientifiques aujourd'hui montrent que les enfants, dans la petite enfance, vont avoir une appétence pour certains goûts, pour certaines saveurs, qui sont en lien en fait avec ce que la maman a mangé elle-même quand elle était enceinte. On est influencé par la manière dont notre mère s'est nourrie quand on était dans le ventre de notre mère. Et puis on est aussi forcément influencé par le type de nourriture que nos parents nous ont proposé quand on était enfant. Il y a des parents qui vont être beaucoup sur les fruits et les légumes, et puis d'autres moins, euh, pour plein de raisons, hein. Il n'y a pas de question de juger est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On a tous nos raisons de faire les choses, hein. Ça, c'est en lien aussi avec le post que je faisais l'autre jour sur le non-jugement de ce qu'on fait ou de ce qu'on a pu faire par le passé. En tous les cas, voilà, la manière dont nos parents nous ont nourris quand on était petit a une influence sur après ce qu'on va aimer, ce qu'on va pas aimer dans notre rapport à l'alimentation. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. C'est pas que un choix individuel, c'est aussi un conditionnement olfactif, un conditionnement gustatif qui a été mis en place soit en intra-utérin, enfin en intra-utérin, mais aussi lors de la diversification alimentaire, notamment quand l'allaitement ou le biberon s'arrête et qu'on passe sur les aliments. Voilà. Après, il y a d'autres choses qu'il faut aller voir dans ces cas-là ou sur lesquelles vous pouvez vous interroger si ça vous concerne. Forcément, on va parler de différentes choses, hein. On va parler des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Donc, il y a trois troubles du comportement alimentaire qui sont l'anorexie, le fait de ne plus se nourrir, la boulimie, qui est le fait de manger énormément, puis après de rejeter la nourriture ou de mettre en place un comportement compensatoire, type sport à outrance, etc. Et puis il y a les gens qui sont hyperphages, donc c'est des gens qui vont avoir des moments de compulsion qui peuvent durer, euh, qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, plusieurs jours. Et puis derrière, ils vont reprendre une alimentation normale. Donc on va parler aussi de ces troubles du comportement-là, et puis aussi du rapport que l'on peut avoir avec notre corps. Il y a une autre chose aussi donc, qui est importante à avoir en tête, c'est n'hésitez pas à commenter encore une fois, je pense que les commentaires arriveront, et puis plus vous commenterez, peut-être plus ça va activer les techniques pour avoir plein de commentaires. Non, je plaisante. Peut-être que plus vous allez commenter, plus ça va réactiver Facebook, je sais pas, ça vient pas. Euh, c'est les fixations. Freud parlait du stade oral et, euh, et parlait du fait que on pouvait, enfin, on va avoir en fait des fixations sur certains stades de notre développement étant enfant quand des besoins n'ont pas été comblés. C'est ce qu'on appelle donc les fixations. Il peut y avoir des fixations au stade oral. Le stade oral, c'est le stade dont je parle souvent, qui est le stade de l'attachement, qui est le stade de 9-18 mois. C'est un stade où d'autres psychanalystes vont mettre d'autres mots dessus ou d'autres professionnels vont mettre d'autres mots dessus. C'est notamment le stade où il va y avoir à la fois le stade de l'incorporation, mais en même temps le stade du sevrage. L'incorporation parce que c'est le stade où le bébé, en fait, il va mettre beaucoup de choses à la bouche, il va être plutôt dans l'ingestion, hein, les objets, etc. C'est là qu'on a les parents qui sont toujours en train de dire ah mais pas ça à la bouche, etc. Où on leur donne des petites choses à mettre dans la bouche. Donc le stade de l'incorporation et puis le stade en même temps du sevrage où on va arrêter le lait et puis on va commencer à introduire les aliments. Et en fait,
Si l'enfant est frustré dans cette période-là, il va se fixer en fait sur ce stade-là. Alors, il peut aussi se fixer à d'autres stades, mais voilà, c'est un des stades de fixation. Et du coup, s'il est frustré et fixé sur ce stade-là, eh bien, à l'âge adulte, il va mettre en place des dérivatifs euh, pour en fait compenser cette fixation à travers tout ce qui va être en lien avec l'oralité. Donc ça veut dire que, par exemple, si on a des personnes qui sont donc dans des problématiques alimentaires, notamment beaucoup d'ingérés d'aliments, ou des problématiques d'alcool aussi, de beaucoup boire ou de beaucoup boire tout court même. Des gens qui vont vous dire qu'ils boivent beaucoup toute la journée, de l'eau, du thé, du café, etc. Des gens qui fument aussi, parce que tout ça, c'est le processus d'ingestion et d'incorporation qui peut être le signe effectivement que l'adulte étant enfant a vécu à ce moment-là de son développement une frustration qui a amené à une fixation qui amène à un comportement en fait compensatoire pour ne pas ressentir cette frustration. Donc ça peut être parce qu'on n'a pas laissé l'enfant, on nous a pas laissé suffisamment explorer l'incorporation justement, ou parce que on nous a sevré trop vite. Et ce qui est important aussi d'avoir en tête, et vous l'avez sûrement lu, mais peut-être que du coup ça va vous aider à comprendre pourquoi, c'est que l'enfant en fait il associe ça, cette incorporation et ce sevrage à la mère, parce que c'est elle qui, dès les premiers mois de vie, est celle qui est en lien avec lui sur tout ce qui est alimentation, ingestion. Donc, il associe ça avec la mère. Donc, du coup, l'alimentation peut devenir un support projectif, en fait, du lien avec la mère. C'est pour ça qu'on dit souvent quelqu'un qui a des problèmes alimentaires, c'est quelqu'un qui a un problème avec sa mère. Parce qu'en fait, l'alimentation, par cet effet associatif et cet effet de fixation à certains stades, etc., ou par rapport à certaines blessures, on va y revenir, eh bien, on va projeter en fait sur la nourriture notre rapport avec notre mère. Et c'est ce qui fait que certaines personnes vont être plutôt dans je prends de la distance avec la nourriture, je veux pas trop qu'elle en avoir à l'intérieur de moi, je veux pas trop avoir un lien avec elle, et d'autres personnes qui au contraire vont être dans des formes de dépendance ou de besoin d'ingérer en fait de l'aliment, mais qui est en fait, on parle de nourriture affective, mais c'est pas forcément que de la nourriture affective. Ça peut simplement traduire une relation avec la mère, un type de relation, une façon de relationner avec sa mère. C'est pas forcément, encore une fois, euh, euh, affective, enfin, c'est pas forcément pour avoir, se nourrir d'un besoin affectif. Moi, j'avais une cliente, par exemple, qui était boulimique. Et donc, elle avait des moments où elle mangeait énormément, puis après, des moments où elle se faisait vomir. Et c'était quelqu'un qui, quand elle était petite, a été violée par le fils de sa nourrice pendant plusieurs années. Et en fait, elle a essayé, en tout cas, elle, c'est le sentiment qu'elle avait à l'âge adulte, elle a essayé d'en parler avec sa mère, de faire comprendre à sa mère. Et sa mère continuait à l'emmener chez cette nourrice et fermait les yeux sur ce qui se passait là-bas. Encore une fois, c'est le sentiment qu'elle avait, que sa maman, donc, du coup, ne regardait pas ça. Et en fait, elle était dans une colère contre sa mère, dans une rancœur, parce qu'elle estimait que sa mère n'avait pas fait ce qu'il fallait pour la protéger, pour la sortir de là. Et du coup, euh, et du coup elle était dans cette ambivalence entre j'aime ma mère et en même temps je la rejette, qui se manifestait à travers ce rapport à l'alimentation. C'est énervant, hein. Et je crois que même si vous mettez des petits likes ou des petits cœurs, il se passe rien, hein. C'est fou, hein. Je regarde si je peux faire quelque chose, mais j'ai pas l'impression. Bon. Je suis désolée. N'hésitez pas si vous avez des questions, je les regarderai quand même, évidemment. Euh, Ce qui est important aussi de noter, enfin d'avoir en tête, c'est que le corps, c'est un support aussi pour exprimer des choses à travers la forme qu'on va lui donner. Être mince, être gros. J'utilise vraiment le mot gros. euh,
voilà, dans sa terminologie par rapport à quelque chose qui a du volume, d'accord? C'est pas du tout quelque chose à- avec une connotation de jugement derrière, absolument pas. Donc d'avoir un corps à qui on va donner une forme mince, une forme grosse, une autre forme, et donc forcément ça va passer par l'alimentation, puisque si on veut faire, ou par le sport, hein, pour les personnes aussi qui veulent notamment être minces ou prendre de la masse. Euh, c'est d'utiliser en fait l'alimentation pour modifier l'apparence de notre corps. Ça peut être par exemple parce que on ressent le besoin d'être fort. Euh, Moi, j'avais une cliente, donc il y a le driver notamment être fort derrière. J'avais une cliente qui avait eu une vie difficile, qui prenait en charge sa maman malade, sa sœur l'aidait pas. C'était elle qui gérait tout. Et puis elle était seule avec ses deux enfants, son mari l'avait quittée. Et du coup, elle portait tout, en fait, toute la charge familiale. Et quand on avait fait un travail et qu'on était allé en état modifié de conscience, parce que comme ça, verbalement, ah, ça y est, je crois que je vois vos commentaires. Comme ça, verbalement, j'attends de voir, mais j'ai l'impression que je vois un clin d'œil de Maria. Euh, quand on... Zut, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand on parle comme ça avec un client, il va pas forcément être capable, enfin, il va souvent pas être capable d'exprimer tout ce qu'il va pouvoir exprimer en état modifié de conscience. Donc, en état modifié de conscience, cette femme-là, en fait, m'expliquait que ce corps, tel qu'il était, lui permettait de porter, en fait, sur ses épaules tout ce qu'elle avait à porter, que ça lui permettait de gérer, que si elle avait pu ce corps solide, ce corps fort, bah, finalement, elle n'arriverait plus à gérer les choses qu'elle avait à gérer, ses difficultés. Je vois les stickers de Maria, je vois le clin d'œil, le petit hello avec un téléphone. Je sais pas si c'était les seuls commentaires, en tout cas, c'est les deux que je vois là. Et puis, le corps aussi, par rapport à la forme qu'on va lui donner, peut être utilisé comme un moyen de se protéger, peut assouvir le besoin de se protéger. Pareil, quand on en parle comme ça dans une séance, la personne ne va pas le dire. Parce que c'est pas quelque chose de conscient, c'est quelque chose qui se joue vraiment de manière très inconsciente. Moi, j'avais une cliente aussi pour qui, en état en modifié de conscience, en fait, en échangeant avec son corps, donc je l'avais amené à être en discussion avec son corps. Son ah salut Karine, je vois ta petite main. Amélie, je vois hello, cool. Euh, euh, donc en fait, son corps exprimait que le fait d'être plus gros lui permettait en fait de se sentir protégé des hommes, protégé du regard des hommes. Alors il y avait une histoire aussi familiale hein, par rapport à des hommes qui avaient pu être agressifs. Et du coup, en fait, cette jeune femme utilisait l'alimentation pour jouer sur sa morphologie et du coup se sentir protégée des hommes. Mais pas que, parce que j'ai eu le cas aussi d'une cliente où c'était se protéger des gens tout court. C'était pas forcément, c'était symbolique, c'est-à-dire que elle avait le sentiment, ce qu'elle exprimait, c'est qu'en ayant ce corps-là, elle ne permettait pas aux autres personnes de l'atteindre. C'est-à-dire qu'elle considérait que ce qui était vulnérable en elle était vraiment à l'intérieur et que toutes ces couches qu'elle avait ajoutées lui permettaient d'être protégée vis-à-vis des autres en général. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Donc c'était pas vraiment que les hommes et c'était pas par rapport au regard ou par rapport à quelque chose de physique, c'était voilà ce sentiment d'avoir mis autour d'elle une bulle qui la protégeait. Salut Sandrine. Alors je suis désolée, peut-être que je réponds à vos commentaires avec énormément de retard. Moi je vois là vos bonjours qui arrivent. Euh, le corps aussi, on peut l'utiliser pour être invisible, se sentir invisible, ne pas être vu. Alors, soit parce qu'on a besoin de se sentir justement non visible pour protéger quelque chose, soit parce que ça vient alimenter une croyance. Si j'ai une blessure ou une croyance quand la mobilette passe, autour du fait que, euh,
notamment si j'ai une blessure de rejet, par exemple, autour du fait que les gens se fichent de moi, que je suis complètement transparente à leurs yeux ou transparent, que je suis invisible, eh bien, si je cherche à alimenter cette croyance, je vais peut-être avoir un corps qui va être plus fin. Et d'ailleurs, quand on regarde le livre de Lise Bourbeau et qu'elle vient justement mettre des associations morphologiques aux blessures, elle dit bien que la blessure de rejet, c'est souvent des personnes qui sont fines corporellement, qui ont plutôt un corps fin. Donc ça peut être ça, ce besoin d'être invisible, de pas être vu, pour, encore une fois, et c'est là que c'est important, c'est de ne pas s'arrêter à, j'allais dire, à la psychologie de comptoir, même si c'est juste, mais de ne pas tomber dans les stéréotypes de euh, voilà, juste, elle veut pas être vue pour pas se protéger. Non, ça peut être autre chose. Ça peut être pour alimenter une croyance, par exemple. Il y a quelque chose derrière. Il y a un enjeu, en fait, derrière. Et c'est ça qui est important d'aller trouver parce que c'est sur cet enjeu qu'il faut aller travailler, sur la blessure qui est à l'origine de cet enjeu pour que la personne puisse se détacher et se libérer et retrouver un rapport sain à son corps et à l'alimentation, du coup, forcément, puisque c'est l'alimentation qui vient jouer sur le corps. Et puis, je vous avais déjà donné l'exemple, mais je vais le redonner parce que tout le monde ne regarde pas forcément tous les lives en fonction des sujets qui vous intéressent. Par exemple, j'avais une cliente, je vous avais dit que elle venait me voir parce qu'elle avait un corps qui était gros et qu'elle avait beau aussi faire des régimes, faire attention, elle voyait bien qu'elle n'arrivait pas à maigrir. Et quand on est allé, quand elle m'a parlé de sa vie, enfin de sa conception, etc. En fait, je vais vous passer le comment on y est arrivé, mais en gros, ce qui était la source de ça, c'est que quand elle était euh, dans les tout premiers mois de sa vie intra-utérine, sa maman est allée passer une échographie. À l'échographie, la personne qui lui a fait passer, la sage-femme qui lui a fait passer l'échographie, a dit qu'il n'y avait rien, en fait, qu'il y avait un tout petit œuf clair et qu'il y avait rien, et que du coup, il allait falloir qu'elle aille faire un curetage pour éliminer l'œuf clair. Et sa mère, du coup, est repartie, mais elle n'y croyait pas, elle n'avait pas envie d'y croire. En tout cas, elle ressentait pas que c'était juste pour elle. Et puis, il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait une grève des sages-femmes ou des infirmiers, je sais plus. Enfin, il y avait une grève quelconque dans le milieu médical qui fait qu'elle n'a pas pu faire le curetage immédiatement et que ça a dû attendre. Et du coup, quand elle y est retournée pour faire le curetage et qu'ils ont fait l'échographie avant le curetage, ils se sont rendus compte qu'en fait, non, non, il y avait bien un bébé, il y avait bien un cœur qui bat, etc. Et quand on s'est connecté à sa sensation corporelle intra-utérine dans ces moments-là, en fait, elle a pu ressentir qu'à ce moment-là, elle voulait crier, mais je suis là. Ouais, je voulais raconter Jody. Ah, je vois vos commentaires, ça y est. Alors, je sais pas si je vois pas ceux d'avant ou que vous aviez pas commenté. Je sais pas. En tout cas, je vous vois là. Je vous vois. Vous êtes visible. Euh, elle avait envie de crier, mais je suis là, je suis là, quoi. Regardez-moi, voyez-moi. Et du coup, elle a pris conscience qu'en fait, elle utilisait son corps comme une façon pour elle d'être vue et donc surtout, et c'est ça qui est important, de pas mourir. C'était qu'il y avait un enjeu de survie derrière ce corps visible. Et c'est là que je vous dis, c'est important d'aller plus loin que juste ce que vous pouvez percevoir chez vos clients ou pour vous, hein, si c'est vous. C'est quel enjeu il y a derrière. Ah, les pays méditerranéens, quel enjeu il y a derrière. Et donc, elle, derrière, il y avait vraiment un enjeu de survie. Son corps pour lui, c'était associé à la vie, à la mort. Je suis mince, je meurs, je suis gros, je vis. Donc, forcément, il y avait tout un job derrière de reconstruction. Donc, vous voyez, là, on voit que le corps vient exprimer des choses et forcément, pour jouer sur le corps, on utilise quoi? On utilise notamment l'alimentation, mais pas que, hein. Encore une fois, on peut utiliser aussi d'autres techniques comme le sport. On a des gens qui vont voilà, se faire grossir par le sport ou au contraire s'affiner beaucoup et lutter un peu contre leur morphologie naturelle. Et puis, alors ce qui est important aussi, c'est que la manière dont on s'alimente,
euh, la manière de s'alimenter peut être un outil. Je voulais vous parler de un, 2, 3, trois outils notamment. La manière de s'alimenter, il y a ces trois outils en fait. Ça peut être un outil de contrôle. Par exemple, quelqu'un qui est anorexique ou qui va être au régime souvent, c'est quelqu'un qui peut-être, peut-être, euh, le contrôle la rassure, ça lui donne un sentiment de sécurité. Donc ça voudrait dire qu'il faut aller chercher avec cette personne d'où lui vient ce sentiment d'insécurité pour aller travailler dessus. Et ce sentiment d'insécurité n'est pas lié à la nourriture, il est lié à autre chose. Mais du coup, sa façon à elle qu'elle a trouvé à cette personne de se sentir en sécurité et de sentir qu'elle contrôlait les choses passe à travers notamment l'alimentation. La manière de s'alimenter, ça peut être un outil aussi pour se sentir vivant, notamment pour les personnes qui sont dissociées, des personnes qui ont vécu des traumatismes, des psychotraumatismes, des traumatismes émotionnels. Attention, traumatisme, c'est pas forcément quelque chose où il y a de la violence nécessairement qui est vécue physiquement, d'accord? Ça peut être vraiment, ça peut être même quelque chose sur du long terme, qui est lancinant, qui est latent. Mais des personnes qui sont dissociées parce qu'il y a eu un psychotraumatisme, un traumatisme émotionnel, eh bien, ça peut être une façon pour elles de se réassocier dans le corps. Par exemple, le fait de sentir la faim. Je sens la faim, donc je ressens à nouveau mon corps, donc c'est ma façon de m'ancrer. Comme les gens qui font de la scarification, par exemple. Les gens qui sont dans la scarification, c'est aussi une façon de se réancrer dans leur corps parce qu'il y a une forme de dissociation liée à des traumatismes. Et à l'inverse, la manière dont on va s'alimenter peut être un outil de dissociation pour ne pas ressentir les émotions, pour ne pas ressentir son corps. Notamment, encore une fois, quand il y a un psychotraumatisme derrière. Et parce que quand je mange, notamment pour les personnes qui sont boulimiques ou qui sont hyperphages, eh bien, quand je mange, en fait, la personne, elle est dans une sorte de transe. Quand on est dans ces moments de compulsion, on est dans des transes. Et ça permet en fait d'être dans un état dissociatif qui permet de ne plus ressentir ses émotions. C'est pour ça qu'aussi souvent les gens vont avoir... Il n'y a pas que l'alimentation qui participe à ça, il y a aussi l'alcool, il y a aussi les drogues. Mais c'est pour ça que les gens vont souvent aller là-dessus le soir en fait, parce que c'est après toutes les charges émotionnelles de la journée, au moment où le corps commence justement à se détendre, que la personne va voir remonter en fait ses émotions, elle va les ressentir. Et c'est là que du coup elle va chercher un moyen de se dissocier et la compulsion alimentaire peut être un outil de dissociation. Et en même temps, voilà, ça peut être un mélange aussi de ça, plus je me nourris d'eux, je compense quelque chose, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous vois très peu réagir, alors je ne sais pas si c'est moi qui loupe des commentaires, enfin qui les ai pas, ou si c'est juste que qu'il n'y a pas de questions ou pas de commentaires. Euh, c'est important aussi d'aller voir les croyances qu'il peut y avoir autour du corps, autour du poids, de l'image aussi qu'on renvoie par rapport à la silhouette. Attention, faut pas trop. La boisson est un dérivatif. Euh, autour du corps, du poids. Christine, tu dis le cerveau qui cherche une source de plaisir. Oui, c'est le système de récompense en fait. C'est le circuit neuronal de la récompense. Donc il va y avoir une forme de plaisir qui est recherchée à travers le... Ouais, ouais, c'est un substitut, effectivement. C'est... C'est... c'est à la fois, ça peut être une forme de dissociation ou une forme de compensation, mais effectivement, c'est le principe du système de la récompense. Tout à fait. Les croyances autour du corps, du poids, de l'image du corps aussi, ce qu'on renvoie avec notre silhouette. Par exemple, il y a des croyances, des choses comme ça qui sont véhiculées dans le monde de l'entreprise, où quelqu'un est gros, mais ça veut dire qu'il est feignant, qu'il n'arrivera pas à gérer
une charge de travail importante. Quelqu'un qui est mince, il va renvoyer l'image de c'est quelqu'un qui est dynamique, qui va pouvoir tout gérer, etc. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont associées au corps, à l'image du corps, qui peuvent être issues soit de la société, mais aussi de nos parents, de nos familles, ou de ce qu'on a vu. Si j'ai vu quand j'étais jeune que ma copine, qui était plus mince, eh bien, elle avait plus d'amoureux, par exemple, je vais en déduire que les hommes, c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment les corps minces, par exemple. Ce qui n'est pas forcément une réalité, hein, en plus. Après, c'est des biais cognitifs, hein. On va voir que ce qui vient alimenter une croyance. C'est comme un doudou. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles. Peut-être de l'alimentation qui fait plaisir. Addiction à la nourriture comme à l'alcool, du plaisir qui devient une maladie. Oui, mais l'alcool, c'est pas du plaisir qu'on recherche. Alors, il y a le système de récompense qui se met en route, effectivement, mais c'est pas le plaisir que la personne recherche en réalité. Ce qu'elle recherche, c'est l'effet dissociant de l'alcool. Elle cherche à se dissocier d'elle-même. Et l'alimentation, c'est pareil. Alors oui, ça met en place le circuit de la récompense, mais ce qu'il y a derrière, c'est la dissociation. C'est je vais ne plus être au contact de mon corps et de mes sensations. Astrid, tu manges très vite, tu ne mâches pas beaucoup les aliments et tu as beaucoup de problèmes de digestion. Ton père faisait la même chose. Est-ce héréditaire ou est-ce que ça vient d'un problème familial? Alors, peut-être que tu manges très vite parce que tu as vu ton père manger très vite. Peut-être que tu manges très vite parce que être à table, par exemple, c'est. Après, ça peut être. Je voulais en parler justement. Ça peut être transgénérationnel où il peut y avoir des mémoires, oui, transgénérationnelles ou intergénérationnelles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une histoire derrière familiale, puisque tu dis que ton père c'était le cas aussi. Mais par exemple, ce qu'il peut y avoir derrière, mais tu vois, Astrid, c'est des trucs qu'il faut creuser en fait avec notamment un thérapeute qui peut t'accompagner là-dessus. Euh, et c'est peut-être que manger à table, par exemple, peut-être qu'être à table, c'était un moment qui était désagréable et que du coup, il y a un truc derrière le je mange vite pour vite pouvoir avoir terminé de manger. Ça peut être parce que justement, il y a une recherche de l'effet trans, une recherche de l'effet dissociant. Plus je mange vite, moins je suis dans mon corps. Donc du coup, je me dissocie. Pourquoi? Après, ça, c'est des choses qu'il faut aller effectivement creuser. Qu'est-ce que tu peux avoir derrière le fait de manger vite? Derrière le fait de manger vite aussi, ça peut être je ne veux pas voir ce que je mange. Par exemple, si je mange des choses qui sont pas bonnes pour la santé, que je porte un jugement, que j'ai un jugement sur ce que je mange, ou la quantité de choses que je mange, eh bien, je vais manger très vite. Il y a ça aussi souvent derrière les personnes qui sont hyperphages notamment, c'est je vais manger des trucs que je juge pas bons et qui parfois sont vraiment réellement pas bons. Et du coup, je vais les manger très vite pour ne pas activer l'alimentation, enfin ma conscience en fait des choses, tu vois. Donc il peut y avoir plein de choses, Astrid. Jody, c'est super intéressant. En tout cas, j'avoue que je botte souvent en touche pour les accompagnements liés au comportement alimentaire parce que je trouve ça très vaste et pointu comme sujet. Ben, c'est très vaste et ça vient toucher potentiellement, effectivement, enfin, en fait, il y a plein de choses. Pourquoi? Parce que le corps et l'alimentation sont des supports projectifs et des outils. Donc, du coup, c'est un peu comme les problématiques d'argent. L'argent, c'est pareil, c'est un support projectif et c'est un outil. Donc, les gens qui ont des problématiques financières ou qui ont un rapport à l'argent compliqué, bah, c'est pareil, c'est derrière, il y a des choses qui se jouent. Et c'est jamais en lien avec l'argent, en fait. J'allais y venir, ouais, Karine. Peur de manquer aussi. Euh, Effectivement, donc, les croyances autour du corps, du poids, etc., qui peuvent être issues donc de la société, de la famille, de nos parents. Euh, Moi, je sais que par exemple, si je prends mon cas personnel, j'ai une maman à qui sa propre maman alors il y a eu la guerre aussi, hein, pas beaucoup d'argent, c'était une famille qui avait pas beaucoup d'argent, donc on manquait de nourriture. Et c'était aussi ma grand-mère, quelqu'un qui était très attaché à la minceur. Pour elle, la minceur était un signe
C'était quelqu'un qui était très, je pense justement, hein, du fait de pas avoir d'argent, elle était très admirative de tout ce qui renvoyait une belle image, très, vous savez, très, très à regarder les barons, les duchesses, les machins, etc. Et du coup, pour elle, avoir un joli corps, enfin, une silhouette mince, c'était quelque chose de beau, qui renvoyait quelque chose de beau. Et du coup, elle était très attachée à ça, et ça, elle l'a transmis à ma mère, hein, qui du coup fait très attention à ce qu'elle mange, et qui est une femme qui est très mince, et puis qui du coup a été pareil avec moi, et puis pareil avec mon père d'ailleurs, très dans le contrôle de tout ce qu'on mangeait. Et voilà, et moi en l'occurrence, alors il n'y a pas eu que ça, parce que, encore une fois, comme tu dis, Jody, c'est des choses aussi qui touchent à différentes sphères, à différents sujets, c'est complexe. Mais moi, par exemple, je suis quelqu'un qui va être très dans le contrôle, et du coup, ça a pu m'amener à des comportements justement où il y avait de l'hyperphagie derrière, parce qu'il y avait une frustration justement à trop contrôler mon alimentation. Oui, il peut effectivement y avoir une instabilité émotionnelle. Des gens qui font le yo-yo, en fait, il faut regarder comment ils font le yo-yo, pourquoi ils font, qu'est-ce qui provoque cet effet yo-yo en fait derrière. Est-ce que c'est parce qu'il y a des changements de comportement alimentaire? Lesquels? De quoi je passe à quoi je passe? Est-ce que c'est des gens qui passent de je suis dans l'anorexie ou je suis dans le contrôle à bah, l'exemple que je te prenais pour moi, hein, au contraire je vais avoir des phases où je mange beaucoup beaucoup. Mais ça peut être aussi lié à des frustrations, encore une fois, si on s'impose du contrôle mais que ce contrôle c'est trop, le corps aussi c'est pas tenable, tu vois. C'est le problème, la problématique des régimes. Très souvent les gens qui font des régimes sont des gens qui sont dans l'effet yo-yo. Moi ça a été mon cas, qui sont dans l'effet yo-yo parce que justement il y a cette frustration, et c'est là que le travail psychothérapeutique il est hyper intéressant, et psychocorporel il est hyper intéressant, parce que mais il y a aussi psy, hein, dans psychocorporel, parce que justement la personne, en fait, elle va aller travailler ailleurs que sur l'alimentation pour rétablir l'équilibre. Et du coup, pour faire le lien avec ce que tu disais, notamment Astrid, et puis ce que tu dis aussi, Karine, c'est qu'il y a les mémoires transgénérationnelles et intergénérationnelles, notamment en lien avec la guerre et avec le manque, où on a peur de manquer de nourriture, mais aussi peur de manquer tout court. Et puis du coup, on va venir utiliser euh, la nourriture en fait pour combler ce sentiment de manque. Et encore une fois, le sentiment de manque peut ne pas être lié à la nourriture, mais on peut, pour ne pas le ressentir et ne pas le voir et ne pas aller travailler dessus finalement, utiliser la nourriture pour se donner l'impression qu'on n'est pas dans le manque. Mais si le manque justement se situe ailleurs, manque de sécurité par exemple, l'alimentation, elle va faire que nous faire grossir, mais elle va jamais nous amener ce sentiment de plus être dans le manque. Donc c'est ça qu'il faut aller voir, c'est d'aller gratter en fait ce qu'il y a derrière. Et puis la manière de s'alimenter aussi, ça peut être un moyen d'être ou de ne pas être en bonne santé. Et derrière ça, il peut y avoir aussi un enjeu. Alors déjà, il peut y avoir des injonctions, parce qu'on peut avoir l'injonction de ne pas être en bonne santé. Euh, il y a des parents, par exemple, j'ai déjà pris cet exemple, je crois, hein, des parents qui, par exemple, vont être beaucoup plus attentionnés avec leurs enfants. Alors, on l'est tous quand ils sont malades, hein, évidemment, mais il y a des parents qui vont être, par exemple, complètement distants dans leur manière quotidienne de relationner avec leurs enfants. Et puis le jour où l'enfant est malade, là, ils vont être aux petits soins, là, ils vont peut-être prendre des jours de congé pour passer du temps avec, etc. Quand c'est dans une forme, voilà, qui est où il y a vraiment cet écart de conduite et de comportement affectif entre l'enfant malade et l'enfant non malade, eh bien l'enfant peut recevoir ça comme une injonction à ne pas être en bonne santé, puisque finalement, pour attirer l'amour, pour être en lien avec ma mère, avec mon père, eh bien, il faut que je sois malade. Et du coup, on peut, c'est un exemple, hein, on peut utiliser l'alimentation pour
être, ne pas être en bonne santé. Parce que c'est aussi une façon de s'autodétruire. Ça peut être aussi une façon de s'autodétruire, ça peut être aussi une façon d'aller vers une mort plus rapide, accélérée, parce qu'on va provoquer des maladies, du diabète, des cancers aussi, à travers notre façon de nous alimenter, ou l'alcool, ou le tabac, etc., quoi. Et puis, je voulais aussi parler du fait que s'alimenter, la manière dont on s'alimente, elle peut être en lien avec des projections sur d'autres êtres vivants. Je m'explique. Je pensais notamment aux végétariens. Les végétariens, bon, sont des gens qui, pour plein de raisons, euh, ne souhaitent pas manger d'animaux. Très souvent, c'est parce qu'ils ont, à tes souhaits, ils ont cette conscience de la conscience animale, justement, euh, de l'émotionnel animal, et ils cautionnent pas en fait la manière dont on utilise aujourd'hui les animaux pour se nourrir à grande échelle, etc. Et ça, pour moi, là-dessus, il y a rien de projectif, si vous voulez. Mais là où il peut y avoir quelque chose de projectif, c'est quand la personne va devenir presque intolérante à ce que d'autres personnes ne soient pas végétariens, comme s'il fallait absolument que les autres le soient tous, etc. Et qu'elle essaye de convaincre les autres de la souffrance, on peut voir que derrière ça, en fait, il peut y avoir des projections de part de soi en souffrance sur les animaux. C'est-à-dire que comme je vais pas voir mes blessures, le sentiment d'avoir été peut-être pas pris en compte, de pas avoir été émotionnellement protégé, d'avoir peut-être souffert et que tout le monde s'en foutait, etc., eh bien, je vais projeter ça sur l'animal qui vit la même chose que j'ai vécu quand j'étais enfant, finalement. Et du coup, je vais essayer de le protéger et je vais être très investie, en fait, là-dedans. Et quand on a des personnes comme ça pour qui c'est très important la cause animale, etc. Encore une fois, hein, j'en fais partie, donc il ne s'agit pas de dire que c'est forcément, il y a forcément une blessure derrière. Pour ma part, moi, je suis persuadée qu'il y en a une aussi, mais je pense que c'est un combat juste. Mais il n'empêche que ça doit nous mettre en alerte sur, ok, c'est peut-être que cette personne-là, elle a vraiment des souffrances intérieures qu'elle s'est pas sentie comprise, protégée, qu'elle s'est pas sentie prise en compte dans ce qu'elle ressentait émotionnellement, et que du coup elle projette ça à l'extérieur. C'est pas un souci, c'est un souci si ça veut dire qu'elle va pas voir en fait ce qui lui est arrivé à elle, parce que ça veut dire qu'elle met de côté en fait, elle laisse dans l'ombre, elle laisse dans la boîte ses propres blessures, et elle va aller s'occuper des animaux. Et c'est souvent ce que je dis avec ce syndrome du sauveur, c'est je vais m'occuper des autres, mais je vais pas m'occuper de moi-même. Et ça, c'est un problème parce que à un moment donné, la part de nous qui est en souffrance, elle va vouloir s'exprimer, et ça va amener beaucoup de violence émotionnelle, de force, d'intensité. Ça peut amener de la colère très très forte, etc. Donc nous, en tant que thérapeute, c'est important, et, et voilà. J'étais en train de penser à une personne où c'était sa mère qui était très... Enfin, je crois que je vais pas me souvenir. Il faudrait le temps que je me replonge dans la personne, mais c'était sa mère qui était très attachée à la cause animale. Oui, c'était ça. C'était une cliente dont la mère était très très attachée à la cause animale. C'était vraiment, ça la mettait hors d'elle qu'on puisse voilà, manger un animal, faire du mal à un animal, etc. Et donc c'était intéressant parce que la cliente, elle souffrait dans la relation avec sa mère, mais moi, ça me permettait aussi de savoir que sa propre mère avait souffert. Donc, ça me permettait de me donner une indication. Vous voyez, c'est ce qu'on voit avec les filles de l'IB, c'est comme ça aussi qu'elles travaillent, c'est que ça leur permet aussi d'avoir une indication sur, ben, en fait, du coup, sa mère, à la cliente, a dû vivre aussi des choses. Donc, d'aller creuser aussi l'histoire de la mère, parce que cette histoire de la mère va expliquer la relation aujourd'hui de la cliente avec sa mère. Je ne sais pas si je suis claire.
Si je suis pas claire, je recommence parce que je trouve que c'est important. Donc la cliente, elle a des problèmes avec sa mère, relationnels. Elle s'est pas sentie aimée, etc. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et en fait, dans la conversation, dans l'anamnèse, elle dit que sa mère est très défenseuse de la cause animale, que ça la met hors d'elle. Visiblement, ça prend des proportions importantes. Donc là, c'est cling. Ça veut dire que la mère projette des blessures sur les animaux qu'elle ne veut pas voir. Et forcément, comme elle projette ses propres blessures sur les animaux, eh bien, elle n'arrive pas à les voir en elle, à les solutionner. Donc, elle peut pas le faire avec sa fille, qui était la cliente. Et donc, ça permet d'aller travailler sur l'histoire de la mère pour que la cliente puisse prendre de la distance et prendre conscience que en fait, c'est pas lié à elle, en fait, c'est sa mère qui a vécu des choses. Et après, à nous aussi en thérapie, c'est ce qu'on fait en Libé, hein, c'est aussi d'aider nos clients à comprendre le comportement de leurs parents, puisque très souvent nos blessures sont liées à nos parents, d'aider à comprendre nos parents. Donc nous, en fait, on va faire un travail un peu en sous-marin aussi, en parallèle, qui va être un peu d'aller voir l'histoire parentale, les blessures parentales, pour pouvoir les mettre en lien avec ce que vivent nos clients. Maria, tu dis, le corps a une mémoire, les femmes qui ont souffert de la faim, leur corps a conservé de quoi pouvoir alimenter un bébé en cas de grossesse. C'est plus subtil que ça, bien sûr. Oui, c'est clair que le corps a une mémoire. Le corps garde tout, effectivement. Et ça se transmet, hein, ce qu'on avait vu dans des précédents lives aussi, hein, c'est que les blessures se transmettent. Et ça, c'est ce que montre aujourd'hui le travail, notamment sur l'épigénétique, où on va retrouver au niveau génétique euh, les traces des traumatismes de nos aïeux dans nos propres gènes. Voilà. Est-ce que vous avez des points ou des questions? Je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je crois que c'était quand même pas mal dense. Il y avait beaucoup de choses. N'hésitez pas, hein, si vous accompagnez des gens, à peut-être reprendre le live, renoter des points qu'on vient de voir. Il y avait quand même beaucoup de choses. Je vous laisse me dire si vous avez des questions. C'était bien complet, c'est très clair. Cool. J'attends juste pour être sûre parce que le temps que vous tapiez la réponse et le temps que je la reçoive. Et si vous n'avez plus de questions, en tout cas, ben, merci d'avoir été là, même si l'horaire avait changé. Du coup, il n'y a pas de Zoom aujourd'hui hein, pour cause de vacances. On se retrouvera le 2 août, je crois, de mémoire, ça doit être ça. Merci pour vos retours. Merci Sophie, merci Maria, merci Amélie, merci Laetitia, merci Damien, merci Karine, merci Magali. Ah, génial. Ouais, merci. Oui. J'essaye, Christine. C'est important pour moi, tu sais, c'est les notions aussi d'engagement. C'est-à-dire que pour moi, c'est un engagement vis-à-vis de vous, puis c'est aussi un engagement vis-à-vis de moi-même, de faire ces lives tous les 15 jours. Alors, il peut arriver qu'il n'y ait pas possibilité de le faire, mais là, voilà, c'était important pour moi de tenir ça et puis je trouve que c'est plutôt sympa de le faire dans ce cadre-là aussi. Ça change. Merci Sophie, merci Marlène, merci Astrid. Donc on se retrouve le 2 août pour un nouveau sujet. Je ne sais pas lequel. Ah, merci Maëva. N'hésite pas à regarder en replay si tu le souhaites. Et le 2 août, si vous avez voilà, des sujets qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez me contacter en MP avec grand plaisir. Et puis sinon, je trouverai un sujet. Et du coup, sur le prochain live, il y aura le Zoom derrière qui suit. Si vous avez des questions pour les professionnels qui viennent sur les Zooms par rapport au sujet d'aujourd'hui, eh ben, notez-les et on pourra les voir lors du prochain Zoom sans aucun problème.
Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bon courage si c'est la dernière ligne droite pour vous. Et puis, je vous dis à dans 15 jours. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.